Donc, et alors ça, il faut vraiment garder à l'esprit la relation entre le phénotype clinique et les génotypes. Donc ça veut dire que chacune des étapes, quand on monte un projet pour répondre à une question biologique qu'on se pose, et donc je sais pas, l'influence d'une drogue sur une résistance parasitaire, tout ça n'a d'intérêt que si d'une part on caractérise bien les populations, qu'on les documente bien, qu'on récolte un maximum de données pour pouvoir après, en fonction des résultats qu'on va obtenir donc sur un gène particulier, pouvoir faire des relations. Sinon, sans ces différentes étapes, on ne peut rien faire. Pas interpréter. Alors, je vais vous rappeler un certain nombre de principes de base qu'on utilise en biologie moléculaire pour pouvoir faire ce génotypage. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que, en particulier, j'ai vu qu'au cours de votre atelier, vous allez revenir, vous allez voir un TP sur la PCR et du génotypage par RFLP. Enfin, ceci dit, je vais brosser quand même les grandes lignes pour vous permettre de comprendre un peu le projet que l'on a monté entre les différentes équipes de l'Institut du réseau de Pasteur et puis donc la plateforme génomique pour vous donner un peu les clés de tout. Donc, on parle beaucoup quand on parle de génotypage, une des premières étapes, c'est la PCR. La PCR, c'est-à-dire l'amplification spécifique d'un fragment. Dans le cadre de Plasmodium falciparum, dont la séquence a été déterminée, le génome, en 2002 et publié grâce à un travail de consortium entre différentes équipes. Donc, vous savez sans doute que le génome de Plasmodium falciparum fait 23 millions de paires de bases, était organisé en 14 chromosomes. Donc ça, il est évident que compte tenu de la taille de ce génome, c'est impossible de l'étudier dans sa globalité. Donc ce que font en permanence les biologistes moléculaires, c'est d'amplifier, d'isoler une petite région parmi ces 23 millions de paires de bases pour étudier une petite région d'intérêt. Et c'est ce qu'on appelle la PCR. En fait, ça revient à faire une multiplication d'un petit fragment. Pour ça, on part d'une région dont on connaît de façon spécifique une petite séquence de part et d'autre de la région qu'on souhaite amplifier. L'ADN est double brin, donc par une section de dénaturation, renaturation, en fait, on multiplie un grand nombre de fois cette petite région. En règle générale, on amplifie facilement jusqu'à 5000 paires de bases, avec des techniques sans forcément beaucoup d'optimisation, puisque maintenant les enzymes qui sont utilisées, tous les réactifs qui sont utilisés, ont été largement optimisés. Pour faire cette amplification, on a besoin d'équipements spécifiques qu'on appelle les thermocycleurs. Au cours de la visite lundi après-midi, vous avez eu l'occasion de voir sous base 2 thermocycleurs. Ça, c'est des étapes que l'on peut tout à fait envisager dans tous les laboratoires avec un minimum de conditions expérimentales, mais ce ne sont pas des équipements qui sont très lourds et très spécifiques, donc on peut faire ça à peu près partout. Cet ADN amplifié est quelque chose de très stable, donc on peut envisager de l'envoyer par avion de par le monde. Ça, c'est aussi des choses qui sont tout à fait intégrées dans la façon dont on peut gérer un projet. Donc, dans un premier temps, on amplifie une petite région. Mais une fois qu'on a amplifié cette petite région, enfin on connaît la taille, mais on ne sait rien de la séquence très précise de ce morceau qu'on a amplifié. Donc, ce qu'on veut faire, en fait, séquencer cette petite région amplifiée, ça veut dire déterminer l'enchaînement spécifique des 4 bases qui constituent l'alphabet de l'ADN, qui sont A, C, G, T, et c'est l'enchaînement très précis de ces 4 nucléotides qui permettent donc de donner un message codant et biologique. En fait, la technique de séquençage a été décrite par Sanger en 1977. Pour ça, il a eu le prix Nobel. Et depuis
la chimie, les molécules, tout ça ont beaucoup évolué, mais n'empêche que le principe de base reste toujours le même. Alors ce principe est relativement simple, surtout que maintenant on n'utilise absolument plus de radioactivité, on utilise des molécules qui sont fluorescentes. Chacun des nucléotides est associé, puisqu'il y en a 4, à une couleur différente, donc on a 4 couleurs. Et lors des conditions expérimentales de séquençage, on ouvre cet ADN qui est tout bleu-brun et on fait une copie du brin complémentaire en incorporant des nucléotides fluorescents. Et on s'arrange dans les conditions expérimentales de façon à avoir des fragments qui s'arrêtent à chacune des bases. Et comme une base est associée à une couleur, on peut faire ça dans un seul tube, puisqu'il y a 4 couleurs différentes. Du temps de la radioactivité, on avait qu'une couleur qui était le gris, et donc il fallait faire 4 réactions différentes. Maintenant, on peut complètement intégrer tout ça. Donc, ces fragments qui ont été synthétisés de façon in vitro sont séparés en fonction de leur taille, c'est ce qu'on appelle la migration. Il y a un laser qui excite les fluorophores, il y a un système d'amplification et détection du signal fluorescent qui est analysé par un ordinateur. C'est ce que fait le travail donc du séquençage, c'est ce qu'on appelle le séquençage donc fluorescent. Et alors ça, ces techniques depuis 1977 et même depuis 10 ans ont énormément évolué dans le sens où on va de plus en plus vers des techniques qui sont miniaturisées. Un exemple, on utilise maintenant des séquenceurs capillaires. Vous voyez, c'est le dernier né de la technologie, là, cet appareil là, qui est commercialisé par la société Applied Biosystems. Il est sorti il y a un an. Ça tient sur une paillasse, c'est quand même un petit peu plus gros que le téléviseur, quand même. Ça permet d'analyser 96 échantillons en 2 heures. Les modèles 10 ans avant, c'était de la taille déjà plein pied, ça correspondait à un ensemble qui est le téléviseur plus le meuble qui est en dessous. Il fallait 4 heures pour analyser ces mêmes 96 séquences, avec beaucoup plus de réactifs et avec des coûts qui étaient supérieurs. Ceci dit, il faut savoir que ces techniques donc, sont très sophistiquées. Donc là, c'est dommage parce qu'on ne voit pas bien sur le phare. En fait, c'est les 96, j'avais une photo, de 96 capillaires qui permettent donc d'analyser les 96 réactions de séquence en une fois. Et là, chacune des pistes correspond à une réaction de séquence. Donc là, il y a une analyse de 96 échantillons à la fois. En fait, les capillaires, c'est gros comme un gros cheveu. En fait, ça fait 50 cm de long. C'est en boucle. Enfin, c'est un chemin en boucle. Et donc, en 2 heures, on peut analyser jusqu'à 700 nucléotides. On peut avoir à la séquence d'un fragment jusqu'à 700, voire 1000 bases. Tout ça en 2 heures. Alors, ces techniques, c'est très bien. C'est de plus en plus miniaturisé. Sauf que ces équipements ont été développés essentiellement par la société Applied Biosystems, une société américaine qui a quasiment le monopole. Donc ça veut dire qu'en termes de négociation de coûts, c'est très difficile. Cette machine, par exemple, coûte 330 000 € en termes d'équipement. Il y a des frais de fonctionnement qui sont de l'ordre de plus de 20 000 € rien que pour avoir un contrat de maintenance par an. Les réactifs sont aussi des réactifs chers, et ça ne fonctionne, c'est aussi paradoxal que ça puisse l'être, c'est fait pour faire du haut débit, donc analyser 87 séquences toutes les 2 heures, et plus ça fonctionne, mieux ça marche. Donc avoir ce type d'équipement n'a de sens que si on peut faire vraiment du haut débit. Si c'est pour avoir analysé des échantillons de temps en temps, ça n'a aucun sens en termes de budget, quoi. À preuve, à l'Institut Pasteur de Paris, donc il n'y a qu'un modèle de ce type sur tout le campus.
qui est destiné donc au projet de séquençage de génome. Et quand les différentes équipes de l'Institut Pasteur ont des besoins ponctuels de séquençage, eh bien, ils s'adressent à des sociétés de services. Ça coûte moins cher, quelque part, que d'acheter un équipement, de former le personnel pour ça, de le faire tourner, tout ça. Donc ça, c'est vraiment une notion qu'il faut bien intégrer, que ces équipements technologiques ont un coût qui est non négligeable, et que installer tout ce type de machine en local n'a franchement aucun intérêt. Et par contre, travailler sur des projets en réseau pour pouvoir amener un grand nombre d'échantillons à un endroit donné pour déterminer toutes les séquences, là ça a un sens. Mais avoir ça chez soi, dans son coin, ça a de toute façon aucun intérêt. En plus, c'est sensible à la chaleur, c'est sensible aux variations de courant électrique, c'est très sophistiqué. Ça marche très bien, mais c'est très sophistiqué. Voilà, alors ça c'était donc ce que je vous ai présenté là, c'était donc on a un produit de PCR, on se pose admettons une question d'ordre clinique ou biologique, l'influence d'un traitement d'une drogue telle sur un gène, est-ce que les parasites par exemple, je pense à des traitements qui sont en prévention, qui sont donnés dans le cadre de Plasmodium falciparum, est-ce que les antifolates qui sont donnés, est-ce que les parasites qui sont résistants à ces antifolates ont des mutations spécifiques sur des gènes? Donc il y a deux choses. La première étape, donc on amplifie le gène d'intérêt que l'on veut par PCR, que l'on veut étudier. La deuxième chose, c'est on ne sait rien, il n'y a eu aucune publication de décrite, on n'a donc pas d'idée des variations qu'on peut trouver dans le gène. Donc là, on séquence complètement le produit PCR, c'est ce que je vous ai montré, donc PCR séquençage. Il y a d'autres possibilités, par des études précédentes qui ont été publiées dans d'autres pays, dans d'autres contextes. On sait qu'on peut associer une résistance à une drogue, il y a une variation nucléotidique bien précise dans ce produit de PCR. Alors là, maintenant, c'est plus la peine de séquencer, je sais pas, on amplifie un petit fragment qui fait 500 ou 1000 paires de bases, c'est plus la peine de séquencer ces 1000 paires de bases. Ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que à un endroit donné, c'est un C, c'est un A ou c'est un C. Et donc c'est ce qu'on appelle du primer extension, c'est-à-dire qu'on va mettre, alors là je suis désolée parce qu'en fait ça fait tout petit sur l'écran, c'est-à-dire qu'on va se positionner à l'endroit qui nous intéresse, juste à l'endroit en amont de l'endroit qui nous intéresse, et on fait du primer extension, c'est-à-dire qu'on rajoute un nucléotide qui est fluorescent à l'endroit qui nous intéresse, et en fonction du nucléotide qui est incorporé, comme il est associé à une couleur, on va se retrouver, donc vous allez voir sur la photo d'après, avec un résultat où en fonction de la couleur, on va pouvoir dire, ben là, c'est un A, dans cet échantillon c'est un A, dans cet autre échantillon c'est un C. Et donc là, ça permet surtout de pouvoir diminuer encore le temps d'analyse, puisque comme on fait une extension, on incorpore un nucléotide, on peut traiter 96 échantillons en moins d'1 heure. Alors que tout à l'heure, on avait 2 heures. Donc après, c'est une question de débit. Et en fait, c'est surtout ce qui est intéressant dans cette manip-là, c'est qu'on peut en tester plusieurs à la fois. On prend les petits... Je vais remonter à la place d'avant. Oh. Alors... Voilà. C'est-à-dire que là, on a un petit fragment qui fait, mettons, une vingtaine de paires de bases, on incorpore une base supplémentaire. Puis on peut, sur le même produit de PCR, se mettre à un autre endroit. Au lieu de mettre un petit fragment qui fait 20 bases, on va lui mettre un fragment qui fait 25, et on va incorporer un nucléotide tout de suite après. Et ça, on peut se mettre à différents endroits. Et donc, en une expérience, on peut analyser plusieurs positions qui varient. C'est ce qu'on appelle donc
Et alors, comme ça migre, après on fait une analyse, une migration en fonction de la taille. Donc là, on a des fragments qui font 25, là, ils font un peu plus 28, là, c'est 30. Et en fait, avec un seul profil, on peut analyser différents types de variations sur les fragments. Alors, un exemple, j'ai pris un exemple d'une étude dans la littérature, où alors pour le gène DHFR, qui est important dans la synthèse des pyrimidines et dont on a des études préalables ont montré qu'il pouvait, dans les cas de résistance aux antifolètes, avoir des mutations particulières, des variations particulières dans ce gène. Ces auteurs cherchaient à savoir, à différentes positions, donc à la position 16, 51, 59, 108 et 64, quel était le nucléotide. Donc ils ont amplifié ce fragment, c'est une grande taille. Ils ont dessiné donc des petites amorces à différents endroits, et puis il y a eu une incorporation d'un nucléotide fluorescent à ces différentes places. Donc en une expérience, ils ont obtenu le résultat pour 5 points de mutation. Alors voilà ce que ça donne. Donc c'est très visuel. En fait là, il y a toujours un contrôle qui correspond donc à un ADN contrôle témoin, admettons non traité par la drogue. Et puis ça, c'est donc différents échantillons. Et on s'aperçoit pour la position 51 que quand c'est un A qui est incorporé, donc on a un pic qui est vert. Par exemple, pour l'échantillon FS2, c'est pas un A qui a été incorporé, mais c'est un T. Et donc, du coup, ça donne, au même endroit, donc un pic de couleur rouge. Donc ça permet de déterminer des profils, c'est très visuel. On peut donc faire 96 échantillons, puisqu'on peut tout travailler en plaque de 96. En une demi-heure, on a le résultat pour 96 échantillons et pour 5 points de mutation. Donc pour faire du screening, ça aussi, ça peut permettre de faire à haut débit, et ça peut être tout à fait intéressant. Donc ça, c'est différentes approches qu'on peut utiliser pour le génotypage. C'est où on cherche des variations nucléotidiques, donc il faut qu'on séquence tout, ou au contraire, on a des points de mutation, de variation dont on connaît, et qu'on veut tester une hypothèse, qu'on veut rechercher par rapport à une population avec une isolation géographique très précise, ou qui était traitée par une drogue très précise. Et là, ça permet donc de faire une analyse en différents points. Il y a aussi une autre technique que vous avez sans doute entendu parler, qu'on appelle les microarrays, les puces ADN, qui permettent aussi de pouvoir donner des réponses à grande échelle. Sur là, cette fois-ci, on teste plus un point de variation ou plusieurs points de variation sur un gène particulier, un produit de PCR particulier. Mais là, on va, mettons, avoir une réponse globale comparée à une situation physiologique à une autre. Alors, pour illustrer mon propos, je ne vais pas rentrer dans tous les détails de comment ça marche, les microarrays, mais je vais vous donner le cas, mettons, d'un projet qui a eu lieu pour le Plasmodium falciparum. C'est à la suite du séquençage, donc, et de la publication en 2002 du génome de Plasmodium falciparum, une équipe américaine avec Zbigniew Bodzek, bon, peut-être que j'écorche son nom, a développé en fait une puce, c'est-à-dire c'est une lame de verre qui est exactement identique au niveau de la taille à une lame d'hématologie là, que vous avez utilisée ce matin. Et dessus, bon, elle est un peu traitée, cette lame, et dessus ont été déposés tous les gènes, enfin à l'époque en 2002, tous les gènes de Plasmodium falciparum. Enfin, c'est-à-dire des oligos, ils ont synthétisé des oligonucléotides qui faisaient 60 mères, donc des petits fragments, qui étaient la signature de tous de chacun des gènes de Plasmodium falciparum. Alors ça voulait dire que là, sur une lame d'hématologie, il y avait en gros l'équivalent des 6000 gènes de Plasmodium falciparum. Et donc là, avec ce type de manip, si on prend, alors après, tout dépend de la question biologique qu'on se pose, mais mettons une culture
du parasite avec donc certaines conditions, et puis qu'on veut la comparer à la culture du parasite dans d'autres conditions, et on veut savoir quels sont les gènes qui sont impliqués dans les deux conditions, qui sont impliqués dans les deux conditions physiologiques. C'est-à-dire que donc on a deux conditions physiologiques, on fait deux marquages, avec encore, pareil, là encore avec des molécules fluorescentes qu'on appelle la cyanine-5 et la cyanine-3. On fait des hybridations donc sur ces lames et on regarde comment varient les résultats. C'est-à-dire d'une façon globale, avec la condition A, on a un certain nombre de gènes qui sont plus exprimés, moins exprimés, qu'on compare avec la condition B, un pool de gènes, et ces gènes sont aussi exprimés ou pas exprimés dans d'autres conditions. Et donc comme ça on peut faire de la comparaison, je dirais, d'un point de vue très global, parce que là on a l'analyse pour 6000 gènes. Alors, ces techniques, sur le principe, c'est très bien. Ces techniques nécessitent beaucoup d'outils mathématiques et statistiques, parce qu'il faut essayer de normaliser tous ces résultats et tout ça pour voir que c'est bien spécifique à l'état physiologique et c'est pas un problème de manip. Et après, il y a des fois, il y a des cas de figure où il y a tellement de données que de toute façon, on est incapable à l'heure actuelle de pouvoir avoir une vision globale et d'intégrer toutes ces données. Mais après, on peut se focaliser sur certains gènes d'une voie métabolique, regarder comment ils vont varier dans une condition par rapport à une autre, et puis avancer par rapport à ces hypothèses de recherche. Mais surtout, ça, l'avantage, c'est que ça permet d'avoir une représentation globale d'un génome. Et ça, c'est des outils qui sont très puissants. Là encore, c'est tout un savoir-faire pour faire les puces. Donc maintenant, il y a de plus en plus de sociétés de biotechnologie qui les commercialisent. Bon, ça a un coût, ça, non négligeable. Après, les manips d'hybridation, là, c'est pareil. Bon, je crois que ça doit plus ou moins se faire manuellement. Mais là encore, il faut les scanner. Les scanners, ça a un coût. Si c'est pour faire une lame de temps en temps, ça n'a aucun intérêt. Là encore, l'intérêt de travailler en réseau pour aller lire les lames et interpréter les lames dans l'endroit où il y a un scanner. Il semble que dans le cadre du projet que je vais vous présenter après, ils ont acheté un scanner qui coûte de l'ordre de 60 000 €. Donc il faut quand même qu'il y ait un certain nombre de lames qui sont lues, parce que si c'est juste pour faire une manip, ça n'a aucun intérêt. Et là par contre derrière, il faut toute une équipe de biostatisticiens pour aider à l'analyse des résultats, parce que c'est non négligeable. Il y a des fois on peut se retrouver dans des situations où il y a beaucoup de résultats et on ne sait pas comment les interpréter et les analyser. Mais c'est des outils qui sont quand même très puissants. Mais là encore, il faut vraiment se poser la question à quoi on veut répondre au niveau biologique. Donc, tout ça, c'est des techniques qui sont hyper sophistiquées, qui sont très puissantes, qui peuvent donner des réponses, mais il faut savoir quelles questions on se pose et à quoi on veut répondre. C'est capital, ça. Alors, là, je vous ai résumé sur cette diapositive, en fait, toutes les ressources web par rapport au plasmodium. Parce que donc, il y a eu tout un certain nombre de projets biologiques qui ont été entamés, et il y a la plupart des résultats, il y a eu des bases de données qui ont été faites par différentes équipes, et donc une grande partie des résultats sont accessibles. Alors, donc là, je pense que par rapport à l'atelier et puis à le cadre de monter des projets ou projets, ça peut effectivement, il y a certaines de ces sites web peuvent vous intéresser, donc c'est pour ça que je vous ai mis cette liste-là. Vous verrez quand si vous avez l'occasion de surfer sur ces sites, la pertinence de certains, surtout la mise à jour. Il y en a certains qui sont plus ou moins mis à jour. Après, on s'aperçoit qu'on va plutôt préférentiellement vers des sites que d'autres parce qu'ils sont plus mis à jour et les informations sont plus claires. Enfin, ça permet donc de pouvoir récupérer tous les résultats, au moins la plus grand nombre des résultats qui sont en termes de génomique, de génétique et de biologique sur le plasmodium, sur ces différents sites. Et ça peut quand même des fois apporter des réponses à des problèmes qu'on peut se poser, en particulier quand on veut monter des projets, pour savoir où on en est par rapport à la situation internationale et qu'est-ce qui a déjà été fait par le monde. Ça peut donner une vision à un instant T de la situation, même si toutes ces bases de données ne sont pas toujours mises à jour,
et qu'il y a des fois il y a des décalages, mais ça peut donner un panorama à un instant T. Et il faut pas négliger cet aspect-là avant de se relancer à faire des sites web et à refaire ces bases de données qui demandent des ressources humaines, des compétences qui sont importantes. On peut déjà essayer d'exploiter au maximum ce qui a déjà été fait. Par exemple, là j'ai mis une PlasmoDB, là c'est... Nous on l'a pas mal utilisé, je vais assez régulièrement dessus parce que indépendamment du projet que je vais vous présenter tout à l'heure, on a travaillé sur Plasmodium Yoeli aussi, on a fait du séquençage des ARN messagers qui ont permis d'annoter la séquence du génome. On a travaillé aussi sur Teleria Nulata avec Gordon Langley. Et en fait, il y a plein de données, en fait, tout ça qui ont été intégrées dans cette base de données. Il y a des liens avec la biblio, il y a la possibilité de récupérer des données sur son ordinateur en downloadant, il y a des outils, enfin vraiment, quand on travaille sur Plasmodium Falciparum, c'est quand même pas mal, peut-être que vous la connaissez déjà, d'aller régulièrement sur ce site pour trouver des données qui peuvent être pertinentes. Voilà, alors, ça c'était pour les généralités. Donc j'insiste vraiment sur le fait que effectivement on a plutôt tendance à avoir dans les pays industrialisés au nord des équipements de pointe avec des technologies vraiment high-tech. Et puis effectivement pour tous des grands problèmes de santé publique dans les maladies infectieuses ou parasitaires, qui concerne plus les pays émergents et du Sud, on a plutôt des problèmes de santé publique, des populations malades. Et puis on a l'impression qu'on est complètement démunis et qu'il y a deux choses. D'un côté, il y a les gens qui ont la technique et puis de l'autre côté, il y a les gens qui ont les malades. Et en fait, il ne faut vraiment pas rester sur cette idée-là. Et il y a vraiment possibilité maintenant avec les moyens logistiques du XXIe siècle, de pouvoir travailler et à distance et en réseau. Il y a des avions, tous les pays quasiment sont desservis par des vols réguliers, très régulièrement. L'ADN amplifié, c'est quelque chose qui est stable et que s'il met moins d'une semaine, on peut envoyer à l'autre bout du monde et il ne sera pas dégradé ici. Il y a les possibilités de redonner les résultats par des transferts de fichiers, par Internet, par les moyens informatiques, et ça c'est non négligeable. Donc il y a vraiment la possibilité de faire le pont entre des centres qui ont une autre technologie et puis des problèmes de santé publique ou des problèmes de biologie qui intéressent des parties plus au sud. Et alors, pour illustrer ce propos, je vais vous présenter le principe d'un projet qui réunit différentes unités de l'Institut Pasteur sur effectivement des variations dans certains gènes appliqués dans des résistances et qui réunit donc plusieurs partenaires. Il y a d'une part l'Institut Pasteur de Guyane, l'Institut Pasteur du Sénégal, celui de Madagascar et celui du Cambodge, et puis il y a l'Institut Pasteur de Paris avec la Génopole et aussi le laboratoire de Lille-Puy-Jalon. Il y a une personne en fait qui essaye de coordonner tout ça, de faire en sorte que tout le monde envoie ses échantillons en temps, dans de bonnes conditions et renvoyer les échantillons, les résultats. Donc, et là encore, l'Institut Pasteur et le réseau des Instituts Pasteur est un outil très puissant qu'il faut absolument utiliser au mieux, puisqu'il y a quand même énormément de techniques et de technologies à Paris, il y a énormément de compétences et de choses dans les différents endroits du monde parisien, et surtout utiliser ce réseau pour pouvoir déposer des projets, vous poser des questions biologiques par rapport à des problèmes de santé publique, pour pouvoir monter des projets pertinents en utilisant le réseau. C'est vraiment un outil qui est très puissant et qui est assez exceptionnel de par le monde. Alors dans ce projet-là, en fait, il y avait différents traitements antipaludéens
qui ont été traités et que, au vu des publications qui ont été publiées dans la littérature, différentes gènes qui ont été testés. Donc le principe, c'est qu'en fait, au sein de chaque institut Pasteur, il y a eu, en fonction par rapport à ce qui se passait sur le terrain, des mises au point, des amplifications pour ces différents gènes. Une fois que les conditions étaient mises au point, il y avait des publications de protocoles de façon à ce que les différentes équipes impliquées dans ce réseau puissent faire la même chose dans les mêmes conditions à partir des échantillons qui étaient prélevés lors de leur campagne de prélèvement. Alors il y a toute de l'importance d'avoir un projet bien structuré où on se met d'accord sur la nomenclature, on se met d'accord sur comment on prélève les populations, qu'est-ce qu'on rentre comme données, parce que après, si on peut très bien avoir toutes les mutations qu'on veut sur ce gène DHFR ou CG2, peu importe, et si derrière on ne peut pas l'associer à une population de malades bien identifiée et caractérisée, eh bien voilà, on a fait tout ce travail et puis on répond à rien, quoi. C'est pas parce qu'on va avoir la mutation sur le gène CG2 qu'on va forcément avoir la réponse à notre question, à notre problème de terrain, quoi. Donc ça, c'est très important de bien documenter les échantillons qui sont prélevés. Donc là, c'était pour rappeler donc un peu la taille des produits PCR. Et puis donc tout c'est comme ça, ça a été fait à Pasteur, mais c'est de parler, de faire, tout le monde essaye de faire autant que se faire se peut la même chose. Donc on se met d'accord sur la façon de prélever, la façon de stocker les prélèvements, la façon d'amplifier les produits de PCR, et puis la façon d'exploiter des résultats. Et on peut tout à fait monter un projet avec un schéma d'organisation comme ça. C'est-à-dire que là, toute la partie en gris, c'était les parties qui a été faites dans les différents instituts du réseau. Donc il y avait des campagnes de prélèvement, les culots étaient congelés, il y avait une extraction sur place d'ADN, une amplification sur des produits de PCR, puisque ça demande une mise en œuvre qui est tout à fait possible à faire sur place, et les échantillons étaient envoyés par avion à l'Institut Pasteur de Paris, où on a séquencé, puisqu'on voulait chercher toutes les mutations, toutes les variations nucléotidiques au sein des amplifications. Une fois qu'on avait la séquence, on transférait les électrophorégrammes sur un serveur où chacun des membres du réseau avait accès, et ils pouvaient analyser ces résultats. Et en faisant des réunions au moins une fois par an pour valoriser les résultats puis refaire des mises au point, il est tout à fait possible de monter ce type de projet. Voilà ce que je voulais, et donc on travaille avec plus des distances colossales, quoi. Mais c'est tout à fait réalisable. Donc ce que je voulais vraiment insister, c'était sur le fait que toutes ces techniques de génotypage sont vraiment très sophistiquées, ont des coûts qui sont importants, il faut des compétences souvent bien pointues et tout ça. Ça demande énormément, et c'est des machines qui ne marchent souvent qu'à des hauts débits, donc ça n'a aucun sens de les installer sur place, mais par contre il y a une série d'étapes qui peuvent être faites sur place, et après par des réseaux pour mutualiser les efforts et les coûts, il est tout à fait possible de monter des projets intéressants pour répondre à des questions de biologique tout à fait pertinentes. Mais de toute façon, à chaque fois, c'est à vous de savoir à quoi vous voulez répondre. Ça, c'est vraiment important. Parce que la biologie moléculaire ce sont que des outils. Ça ne donnera pas de solution miracle. Voilà, donc j'en ai terminé, je suis prête à répondre à toutes vos questions.
Donc je rappelle que j'avais surtout axé par rapport aux apprenants de l'atelier, puisque j'intervenais en première semaine pour essayer de vous aider, de vous orienter dans des pistes par rapport à des projets, comme vous voulez monter des projets et tout ça, savoir un peu qu'il fallait surtout pas rester à son niveau, dans son petit institut, à son niveau local, mais s'ouvrir vers le monde et que le Nord écoute quand même le Sud. Voilà, merci.